Voilà, alors on va démarrer. On va demander à Marie Ribaud, de venir nous lire du René Char. Tu veux bien? Alors, René Char était voisin de Van Gogh. Il habitait à côté, à Saint-Rémy-de-Provence, et il a écrit ce texte, Le voisinage de Van Gogh. Je me suis toujours senti un rien en avant de ma certissance existence, le voisin de Van Gogh, que plusieurs Saint-Rémois m'avaient assuré être un peintre exalté, sinon peu sûr. Il sortait longuement la nuit, disparaissait entre d'épais cyprès que de rapides étoiles abordaient facilement, ou bien il ameutait le Mistral à l'extrême, avec la présence encombrante de son chevalet, de sa palette et de ses toiles ficelées à la diable. Ainsi chargé, il se dirigeait du côté de Montmajou, ruine signalée dangereuse. Arles et les Baux, la campagne filante vers le Rhône, étaient aussi les lieux d'errance et soudain de travail d'un peintre étrange par ses yeux et la rousseur de son poil, mais sans abord réel. Ce n'est qu'un temps plus tard que fut jeté sur lui un rideau d'explication. Cet habitué du bordel d'Arles était, en fait, un juste que l'asile de Saint-Paul-de-Mosole recueillit d'aimant à quelques centaines de mètres de Glanum, encore sous terre, et pourtant déjà désigné par une arche naturelle en berceau dans la montagne que Van Gogh avait peinte dans l'un de ses tableaux avec le plus d'affinement. Je sus, en regardant ses dessins, qu'il avait jusque-là comme travaillé pour nous seuls. Comment ne pas emprunter à l'espace-temps dont la source reste à l'écart du conte? Ce pays au ventre de cigale nous était pleinement communiqué par une main et un poignet. De quelle fournaise et de quel paradis Vincent Van Gogh surgissait-il? Et de quelle souffrance maîtresse tenait-il ces cailloux, ces iris et ces marais, ces étroits chemins, ces masses, ces blés, ces vignes et ce fleuve, sublime dessin. Longtemps après, ma vie serrée entre les barreaux de plusieurs malheurs me traquait dans une nature semblable. Je la distinguais et en tenais l'échange, au fond, des yeux de Vincent, alors que ces derniers enrichissaient de leur vérité, de leurs fleurs nouvelles, les miens, mes yeux meurtris par la neige fondante non rejouée. Un chien qui me fut cher n'apparaissait plus pour à nouveau s'endetter à ma voix. La terre n'en finissait pas d'hésiter sur le prochain destin des hommes. Je ne présente pas Alain Souchon, tout le monde le connaît. Cette chanson date de 1977. La petite Bille. La petite Bille, elle est malade. Elle a besoin d'une promenade avec un qui serait son amoureux, 1 heure ou 2. La petite Bille, il y a le temps qui presse. Elle a besoin d'une caresse, des doigts gentils, des doigts doux, dessus, dessous. Bille, ma Bille, t'es comme tout le monde. Quand ça coule de tes yeux, ça tombe. Mais c'est pas des confettis, cette pluie. Elle a trop lu de littérature. La plume au cœur, les égratignures, les petits revolvers en dentelle, les coups d'ombrelle. Elle les a attendus sans rire, les rubans bleus, les soupirs.
que des trucs qui n'existent pas qu'au cinéma. Bill, ma Bill, t'es comme tout le monde. Quand ça coule de tes yeux, ça tombe. Mais c'est pas des confettis, cette pluie. La petite Bill, elle fait la gueule. Elle dit qu'elle est tout le temps toute seule. Mais tout le monde vit séparé du monde entier. Elle a beau faire du jardinage dans son 24e étage. Géranium et bégonia, ça lui réussit pas. Bill, ma Bill, t'es comme tout le monde. Quand ça coule de tes yeux, ça tombe. Mais c'est pas des confettis, cette pluie. Bill, ma Bill, t'es comme tout le monde. Quand ça coule de tes yeux, ça tombe. Mais c'est pas des confettis, cette pluie. C'est une vieille maladie, boisseuse. Un sacré manque d'amour qui creuse. Dans nos villes, dans nos campagnes, ça gagne. Christelle, est-ce que tu veux bien venir, s'il te plaît, nous lire Messon, un poème sur la musique? On a quitté Souchon, on continue avec la musique. Minute, attends. Bonsoir à tous. Tu parles bien près du micro. Micro. Un poème de Charles van Lerberg. Et je vous salue, ô Messon, ailes d'oiseaux chantant et d'abeilles, ailes de sylphes et de papillons qui voltigent autour de mes oreilles. Anges sonores aux ailes d'or, son de soleil où je m'éveille, son lent et long, son blanc et blond, de harpe et de violon et de viol, et vous, chant aigu des luttes, rayons de lune et son de flûte où je m'endors sous les étoiles. Son de mes mains, son de ma bouche, beau son des lèvres qui se touchent et de mon cœur qui bat, son de mes longs cheveux qu'on dénoue où d'invisibles ailes jouent, si doucement, si bas, que le silence même ne les entend pas. Son de la mer où chantent encore les 1000 voix claires des fontaines, son de la terre, son des airs, son qui portait sur vos épaules des urnes de fluides paroles et qui allait à petits pas en de touffes fleurs où s'étouffent vos pas. Toi, souffle, tu t'élances et deviens un son, et toi, son, une flamme, et toi, flamme, une aurore. Et déjà, ne sont plus qu'un ciel plein de rayons. Bravo. Alors, Walt Whitman, c'était un poète des États-Unis, 19e siècle. Merci. Et le poème que je vais vous lire, il a été écrit en 1865, peu de temps après l'assassinat du président Abraham Lincoln. Donc en fait, ce poème doit être compris comme une métaphore, un hommage donc, au président Lincoln. C'était la fin de la guerre de sécession. Alors, on connaît pas mal le premier vers du poème, hein, qui a été utilisé dans plusieurs films, séries et autres, puisque c'est « Oh Captain, my Captain » Ô capitaine, mon capitaine, notre terrible voyage arrive à son terme. Le navire a franchi les obstacles, nous avons atteint notre but. Le port n'est plus très loin, j'entends les cloches et les vivas. La quille de notre audacieux vaisseau fend les flots, la foule applaudit. Mais, ô Dieu, ô ces gouttes de sang écarlate sur le pont où gît, froid et sans vie, mon capitaine. Ô capitaine, my captain, lève-toi et entends les cloches. Lève-toi, pour toi flotte le pavillon, pour toi sonne le clairon. Pour toi les bouquets et les rubans noués, pour toi sur la côte la foule empressée. C'est toi qu'elle acclame, cette foule mouvante, toi qu'elle attend impatiemment. Capitaine, mon cher père, je passe mon bras sous ta nuque. Dis-moi que ce n'est qu'un rêve, le pont où tu gis, froid et sans vie. Mon capitaine ne répond pas. Ses lèvres sont livides et immobiles. Mon père ne sent pas mon bras, il n'a plus ni force, ni volonté. Le navire est à l'ancre, sain et sauf, son trajet est terminé.
De ce terrible voyage, nous avons rapporté la victoire. Réjouis-toi. Ô côtes et vous, cloches, sonnez. Mais moi, d'un pas lugubre, j'arpente le pont où gît, froid et sans vie. Mon capitaine. Je peux la mettre là? Oui, oui, bien, donne-moi là. Parce que là, Moi, ça ira. Le texte que j'ai écrit s'appelle, que j'ai écrit entre guillemets, Le tombeau des poètes. En poésie, le tombeau, c'est un hommage. Mais, je reconnais, comme on dit mes enfants, petits-enfants, c'est pas marrant, comme l'actualité. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Sur la route qui foudroie et le soleil qui foudroie, s'étire une longue armée de guenilleux, de poètes, de troubadours et autres gueux, faiseurs de mots et de rêves qui s'envolent. C'est la valse des fous, la farandole des folles. Et même longtemps après, quand ils auront disparu, leurs chansons vont encore courir dans les rues, le long de la mer et de ses plages au golfe clair. Moi, je vais vous dire, vous me faites rire. Moi, j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien autre chose à faire qu'à rêver. Pourtant, je les ai vus arriver, beaux, comme deux soleils au milieu du ciel, se tenant par la main, comme ils s'aimaient, comme ils s'aimaient. Nos jeunes amours se sont assis sur un banc public et se sont bécotés sur le regard oblique des bourgeois outrés, des passants honnêtes. Nos deux amants ont passé toute la nuit dans une mansarde étoilée, tout là-haut, enlacés, sous les toits de Paris. C'est là qu'on les a retrouvés le lendemain, se tenant par la main, morts. Mais vous pleurez, Milord, vous pleurez, ça, j'aurais jamais cru. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, faut-il qu'ils m'en souviennent. Passent les jours, sonnent les heures, qui emportent nos amours et nos peines, comme les vôtres, Milord, comme les miennes. Mon homme a été tué à la guerre et ne reviendra pas. Il a 2 trous noirs au côté droit. Il repose au milieu des fleurs qui vibrent et frémissent de l'aube au soir, pareilles à d'immenses encensoirs. Le voici libre comme Max. Certains disent même qu'ils l'ont vu voler, au-dessus d'une maison bleue adossée à la colline. Une colline de San Francisco qui s'illumine. Dans les eaux profondes, des sous-marins jaunes plongent dans les abîmes, en toute liberté. Oui, encore et toujours, liberté. Ceux du monde des humbles, des petits, qui ont refusé les injures et les coups, ont écrit ton nom dans la fange des fossés, où la mitraille de Guernica les a massacrés. Liberté des livres des villes écrasées sous les bombes, comme celle de Brest, dont il ne reste rien. Or, Barbara, que tu serres dans tes bras, Barbara. Oui, au cours des lieux, au cours des temps, maisons violées, incendiées, terres étripées et martyrisées, de la butte de Montéus où les vignes ont repoussé au milieu des vies perdues. N'oubliez pas, qui boira de leur vin boira le sang des copains. Être, ne plus être, la mort est si facile, la mort est si difficile. La fontaine aux larmes pleure Garcia Lorca Federico, assassiné par Franco. Et sur les routes des ossuaires, les morts le proclament. Nous étions ce que vous êtes, vous serez ce que nous sommes. Ô toi qui l'aimes à mourir, je t'en supplie, la vie est si belle, ne la laisse pas partir. La vie est si fragile, ne la laisse pas détruire par ce monde qui se noie dans des flots de sang rouge. Oui, Hitler, Mao et autres Staline se baignent dans les rivières pourpres de leur folie. Sous la bénédiction de l'Inquisition qui prie, assassine et allume les bûchers des renégats et autres viles sorcières.
à Auschwitz, Dachau, Buchenwald. La fumée noire des crématoires obscurcit les cieux livides et les vents qui hurlent devant nos portes dispersent nos amis comme des feuilles mortes. Écoutez la longue plainte des violons de l'automne qui s'envolent au loin, triste et monotone, puis disparaît dans les gouffres du désespoir que survole un immense aigle noir. Et puis d'abord, comme disent les enfants, nos enfants, même pas peur. Et puis d'abord, je veux plus jouer avec toi, la vie. Voilà mes amis, et vous mes seigneurs, gentes dames, d'hier et d'aujourd'hui, avec le temps va, tout fout le camp, tout s'en va. À la fin, nous sommes toujours quelque chose, nous sommes toujours vaincus, nos joies et nos peines toujours perdues. La grande faucheuse au hideux sourire triomphe et nous prend par la main. Aujourd'hui, demain, las, on s'y habitue, on s'y habitue. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir comme un petit, tout petit espoir? Nenni. Bravo. Tothom entén el català o no? Qui comprend le catalan? C'est déjà pas mal. Quand on habite Banyuls, c'est un passage obligé. Cal apprendre le català. Il relève les noms et tout. Bé, l'Empordà. L'Empordà, c'est la plaine du sud de l'Albert. C'est la plaine jumelle du Roussillon par rapport à l'Albert. Une sardane lui a été dédiée, écrite par l'Enric Morera, qui est également l'auteur de la Santa Espina. Le texte, la lettre, est de Joan Maragall, grand poète catalan. Dans ce poème, Joan Maragall imagine la rencontre du berger de l'Albert et de la sirène de la Costa Brava. De cette rencontre, de cette union de la montagne et de la mer, naîtra la plaine de l'Empordà. Cap a la part del Pirineu, vora els serats i aran del mar, s'obre una plana riallera, n'és l'Empordà. Digueu, companys, per on hi aneu? Digueu, companys, per on s'hi va? Tot és camí, tot és drecera si ens dem la mà. Salut, noble Empordà! Salut, Palau del Vent! Portem el cor content una cançó. Pels aires s'alçarà, pel cor se penetrarà. Penyora s'anirà fent de germanor una cançó. A dalt de la muntanya hi ha un pastor, a dintre de la mar hi ha una sirena. Ell canta al dematí que el sol hi és bo. Ella canta les nits de lluna plena. Ella canta, pastor, em fas neguit? Canta el pastor, em fas neguit, sirena. Si sabessi el mar com és bonic, si veiessis la llum de la carena, si baixessis, series mon marit. Si pugessis, ma joia fora plena. La sirena es feu un xic ençà i un xic ençà al pastor de la muntanya, fins que es trobaren al mig del pla i de l'amor plantaren la cabanya, fou l'Empordà. C'est vraiment des soirées très sympathiques avec beaucoup de, ils appellent ça le café poésie, hein, c'est ça? Oui. Avec beaucoup de gens qui écrivent leurs propres textes et qui viennent lire leurs propres textes. Et des choses vraiment très sympas. Et c'est une fois par mois et c'est le lundi. Le premier lundi de chaque mois. Voilà. Donc si ça tente quelqu'un, n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment intéressant. À la différence d'ici, chaque mois, il y a un thème qui est proposé pour le mois suivant. Et généralement, les intervenants soit écrivent sur ce thème, soit piochent dans des œuvres existantes en rapport avec leur thème, quelque chose qui leur plaît. Pour le mois d'avril, le thème c'est la métamorphose. Voilà, pour le mois d'avril. Le premier lundi du mois d'avril à 7h.
il faut dire dans quelle salle ça se trouve? À la salle du 14 juillet, qui est en face le cinéma et à côté de la médiathèque. C'est en plein cœur d'Argelès. Il m'a jeté à la poubelle. Oui, vous avez bien entendu, il m'a jeté à la poubelle. Il, c'est Adrien Tanguy, 32 ans de main, ingénieur en informatique, pas vilain, pas Apollon non plus, squattant toujours et sans vergogne chez papa-maman. Décidé aujourd'hui à se mettre en ménage avec une quelconque Anastasie. La poubelle, c'est le cylindre en plastique bleu qui pue de la gueule chaque fois qu'il baille du couvercle, c'est-à-dire chaque fois que l'on ouvre le placard sous l'évier. Et moi, c'était, puisque depuis ce matin tout a changé. Moi, c'était la prunelle des yeux d'Adrien Tanguy, tout autant que la peau de ses fesses, l'amour de sa vie, le seul, l'unique, son compagnon de route, son viatique, son tout, son début et sa fin, son eau, son air, son brise-larmes, son autre moi, son confident, son indispensable, celui pour lequel il a voulu mourir quand il m'a cru perdu. Bref, en un mot comme en mille, son doudou. Il a jeté à la poubelle un doudou fidèle depuis 32 ans. Comment peut-on seulement imaginer pareille barbarie? Je l'ai servi à tous les âges. Bébé, gamin, adolescent boutonneux, jeune homme inquiet et adulte. Enfin, adulte, si on veut. Et jamais une plainte n'est montée de ma gorge. Toujours fidèle, toujours efficace. J'ai aidé à dormir, à manger. J'ai consolé tous les chagrins, du simple bobo au désespoir existentiel. J'ai recueilli toutes les confidences sans jamais m'offusquer. Je me suis laissé mordiller, mordre, lécher, mâchouiller, jeter à terre et piétiner, torturer, malaxer, et même oublier dans d'improbables points. J'ai reçu bave et morve et vomi, et pire encore, sans jamais moufter. Jamais un mot, jamais une ombre de rébellion. Naïvement, puisque j'avais franchi ces caps difficiles, la petite enfance, les déménagements, les voyages, l'adolescence fière et le premier amour, naïvement, je me voyais finir mes jours auprès d'un vieillissant Adrien Tanguy dont j'aurais calmé les nerfs, soulagé les rhumatismes, revigoré une main à demi paralysée en me laissant malaxer encore. Oui, je me voyais, mais j'avais tort. Les hommes sont ingrats. Il m'a jeté. Il était entendu, comme Brel nous le chantait, qu'ils reniaient leur chien pour une fille. Maintenant, ils en sont à jeter leur doudou. C'est l'escalade. Ils préfèrent pétrir une quelconque Anastasie qui empeste l'ilang-ilang plutôt que de cajoler un éternel doudou tout fait à leur odeur et moelleux à souhait. C'est la décadence, l'inéluctable déclin de l'Empire, le début de la fin. Le monde court inévitablement à sa perte puisque les hommes jettent leur doudou quand ils prennent femme. Vous pensez peut-être que je suis aigri, mais du tout. Enfin, le pot de yaourt et la vieille mayonnaise que je côtoie dans cette boîte sous l'évier ne sont pas tout à fait frais. Mais au point où j'en suis, je me fous des aigreurs du monde et d'Adrien Tanguy. Il m'a jeté, je le renie. Qu'il ne s'avise pas de se laisser gagner par un quelconque remords et d'essayer de me repêcher au milieu des épluchures et du marc de café. C'est trop tard. Le pot de yaourt a accepté de s'enfoncer sur ma tête pour me thénasier. Merci pour ce reste d'humanité venu d'où je n'en attendais pas. L'agonie sera moins longue. Dur d'être un doudou. Tu t'approches du micro. Ah, voilà. Donc il accorde la guitare. J'avais compris. Oh, c'est calé. Un champagne. Sur les pavés des passants pressés, sur les pavés des passants gris, sur le pavé qui vient griser toute ma vie. Sur le pavé passé, passant bienveillant, un pavé dansé sur les pavés passants, sur le pavé du marchepied transparent, je vous ai vu. Sur le pavé des pas mouillés, sur le mouillé des pas passés,
Sur les pavés grisés des pas dansés, une rencontre s'est posée. Sur le pavé passé, passant bienveillant, un pavé dansé sur le pavé passant. Sur le pavé du marchepied transparent, je vous ai vu. À peine effleuré, à peine désiré, le pavé s'est mis à danser, le pavé s'est mis à tournoyer. À peine regardé, à peine espéré, deux êtres se sont enlacés, deux êtres se sont aimés. Sur le pavé passé bienveillant, un pavé dansé sur les pavés passants. Sur le pavé du marchepied transparent, je vous ai vu. C'est ça. Oui, vous aviez aimé Colette, alors passivement j'y suis revenue. La maison était grande, coiffée d'un grenier haut. La pentraide de la rue obligeait les écuries et les remises, les poulaillers, la buanderie, la laiterie à se blottir en contrebas tout autour d'une cour fermée. Accoudée au mur du jardin, je pouvais gratter du doigt le toit du poulailler. Le jardin du haut commandait un jardin du bas, potager resserré et chaud, consacré à l'aubergine et au piment, où l'odeur du feuillage de la tomate se mêlait, en juillet, au parfum de l'abricot mûri sur espalier. Dans le jardin du haut, deux sapins jumeaux, un noyer dont l'ombre intolérante tuait les fleurs, des roses, des gazons négligés, une tonnelle disloquée. Une forte grille de clôture au fond, en bordure de la rue des Vignes, eût dû défendre les deux jardins, mais je n'ai jamais connu cette grille que tordue, arrachée au ciment de son mur, emportée et brandie en l'air par les bras invincibles d'une glycine centenaire. La façade principale sur la rue de l'Hospice était une façade à perron double, noircie, à grandes fenêtres et sans grâce, une maison bourgeoise de vieux village, mais la roide pente de la rue bousculait un peu sa gravité, et son perron boitait, 4 marches d'un côté, 6 de l'autre. Grande maison grave, revêche, avec sa porte à clochette d'orphelinat, son entrée cochère à gros verrous de geôle ancienne, maison qui ne souriait que d'un côté. Son revers invisible aux passants, doré par le soleil, portait manteau de glycine et de bignonnier mêlés, lourd à l'armature de fer fatigué, creusé en son milieu comme un hamac qui ombrageait une petite terrasse d'allée et le seuil du salon. Le reste vaut-il que je le peigne à l'aide de pauvres mots? Je n'aiderai personne à contempler ce qui s'attache de splendeur dans mon souvenir au cordon rouge d'une vigne d'automne que ruinait son propre poids, cramponné au cours de sa chute à quelques bras de pain. Le silence, le vent contenu du jardin clos, les pages du livre rebroussées sous le pouce invisible d'un siffle, tout semblait demander « Où sont les enfants ?» C'est alors que paraissait, sous l'arceau de fer ancien que la glycine versait à gauche, ma mère, ronde et petite en ce temps où l'âge ne l'avait pas encore décharnée. Elle scrutait la verdure massive, levait la tête et jetait par les airs son appel. « Les enfants! Où sont les enfants ?» Où? Nulle part. L'appel traversait le jardin, heurtait le grand mur de la remise à foin et revenait en écho très faible et comme épuisé. Où? Enfant? Nulle part. Ma mère renversait la tête vers les nuées, comme si elle eût attendu qu'un vol d'enfants ailés s'abattît. Au bout d'un moment, elle jetait le même cri, puis se lassait d'interroger le ciel, cassait de l'ongle le grelot sec d'un pavot, grattait un rosier emperlé de pucerons verts, cachait dans sa poche les premières noix, hochait le front en songeant aux enfants disparus et rentrait. Cependant, au-dessus d'elle, parmi le feuillage du noyer,
brillait le visage triangulaire et penché d'un enfant allongé comme un matou sur une grosse branche et qui se taisait. Et pour compléter, un petit tour dans le jardin de Sido. Ô géranium, ô digital, celle-ci fusant des bois taillis, cela en rampe allumée au long de la terrasse, c'est de votre reflet que ma joue d'enfant reçut un don vermeil. Car Sido aimait au jardin le rouge, le rose, les sanguines filles du rosier, de la croix de Malte, des hortensias et des bâtons de Saint-Jacques, et même le coqueret alquécange, encore qu'elle accusa sa fleur, veignée de rouge sur pulpe rose, de lui rappeler un mou de veau frais. À contre-cœur, elle faisait pacte avec l'ex. Je m'arrange avec lui, disait-elle, mais elle demeurait pleine de suspicion et surveillait, entre tous les cardinaux et collatéraux, ce point glacé, traître, au jeu meurtrier. Elle lui confiait des bulbes de muguet, quelques bégonias et des crocus mauves, veilleuses des froids crépuscules. Or une corne de terre, or un bosquet de lauriers cerises dominé par un junco biloba. Je donnais ces feuilles en forme de raie à mes camarades d'école qui les séchaient entre les pages de l'Atlas. Tout le chaud jardin se nourrissait d'une lumière jaune, à tremblements rouges et violets, mais je ne pourrais dire si ce rouge, ce violet, dépendent encore d'un sentimental bonheur ou d'un éblouissement optique. Concerne la poste, les lettres et l'ordinateur. Car il se trouve encore des gens qui s'attellent à écrire des lettres. Nous entendons par là, à l'ancienne mode, ils couchent les mots sur le papier ou les écrivent sur le clavier de leur ordinateur, puis les impriment, glissent la feuille dans une enveloppe qu'ils portent au bureau de poste et que le destinataire reçoit au mieux le lendemain, mais bien souvent beaucoup plus tard. N'est-ce pas là s'accrocher à un monde disparu, une forme de passéisme, une tentative de rallumer des braises depuis longtemps éteintes? Nous sommes habitués à la vitesse. On écrit les mots sur le clavier, on presse une touche et leur destinataire les reçoit aussitôt. C'est ce que nous nommons réactivité. Dans ce cas, pourquoi prendre la peine d'expédier une lettre par voie postale? Une telle lenteur met notre patience à rude épreuve. Autrement dit, pourquoi aller quelque part en charrette, à cheval, alors qu'on dispose de bolide? Les mots stockés dans les ordinateurs sont condamnés à sombrer dans le néant, claquemurés dans des logiciels obsolètes, définitivement perdus quand la machine plante, nos pensées et nos réactions disparaissent. D'ici à un siècle, et plus encore dans un millénaire, personne ne saura ce que nous avons existé. Naturellement, nous ne devrions pas nous en alarmer, nous vivons ici et maintenant. Mais un jour, nous tombons sur d'anciennes lettres qui remuent au fond de nous un je ne sais quoi. Nous avons l'impression de retrouver un fil attaché à notre personne et qui plonge dans le passé. Alors nous pensons, voilà le lien qui unit les siècles. Une lettre, Londres, le 28 mai 1759. Reviens vite de cette guerre imbécile. Rentre tout de suite à la maison pour mordiller mes seins. Je ne suis rien, je suis perdu en ton absence. Les messages que nous échangeons par ordinateur auront disparu d'ici à quelques années, et la pensée, le sentiment que nous sommes en train de rompre le lien nous obsède. Ce fil qui part de notre personne
plonge désormais dans le néant. Nous créons un vide qui jamais ne se comblera. Amélie, dont les nénés doux ont donné à l'ami Milou, Milou le dadé de Mimou, l'idée d'amener des minous menus de Lima, miaulant dans des dés de Dama, et dont les mines de Lama donnaient 1000 idées à Leda. Leda, dont les 10 dents de lait laminaient les mâles mollets d'un malade mendiant malais, dînant d'amibe amidonnée. Mais, même amidonnée, l'amibe, même l'amibe malhabile, emmêlée dans la bile humide, l'amibe amie mine le bide. Et le dit malade adulé, dont Leda limait les mollets, indûment le mal a donné. Dans Leda, il y a aidé. Et Leda, dont la libido demande dans le bas du dos 1000 langues mimi d'animaux, au dominé donna les mots. Et les minés de mots munis, mendiant de midi à minuit, du lait au néné d'Amélie, l'ont, les maudits, d'amibe enduit. Et la maladie a miné, l'Amélie au dos du néné. Et mis le mot démodelé, le doux minois de la mémé. Mélanie l'a mis au dodo, malade, laide, humide au dos, et lui donna dans 2 doigts d'eau de la boue des bains du lido. Dis, là-dedans, où est la Mini? Où est la Mini de Mélanie? Malin, la Mini est limée, Mélanie l'a éliminée. Oh là là, quelle mélie mélodie! Ah là là, quelle mélie mélodie! Oui, parmi les fables de La Fontaine traduites en catalan, j'ai choisi ce soir le lièvre et la tortue, la lièvre et la tortuga. Córrer no és profitós, cal posar-s'hi quan cal. La llebre i la tortuga ho mostren de seguida. Aposto a aquesta feu que arribareu al pal vermell no abans que jo. Què? És que esteu enfollida? Replicar l'animal més viu? Com ara, buscar un purgatiu. 4 gants de bèbol, què us costa? Enfollido no faig l'aposta. Així es feu. La penyora, els dos, la posaren allà, a redós. De què es tractava? No hi ha dades ni de qui havia d'arbitrar. A la llebre li cal sols fer 4 gambades, vull dir les que fa quan la van a caçar, que del gos s'allunya, els envia a la porra i els fa passejar per la sorra. Amb tant de temps sobram, com dic, per prendre el sol, per veure d'on ve el ventijol, per sestejar, deixa que la tortuga avanci amb pas de senador. Que fa esforços, no gent porruga, que s'afanya en lenta bravor. La llebre, tanmateix, menysprea tal victòria, acorda al recte poca glòria, d'honor, no entreu-li un borralló si no surt tard. Espigola, repòs, es distreu amb qualsevol cosa llevat del repte. Però, així que veia l'altre, tenint a frec la fi de la carrera, sortí com una fletxa. En va. Però corregué massa tard. La tortuga arribà la primera. I doncs, li cridà aquesta, us he ben guanyat, oi? De què us val ser bellugadissa? I més gran fora la pallissa si portéssiu a casa coll.
La douleur est rouge comme le sang, qui circule à la fréquence des palpitations d'un cœur qui se noie dans le tourment. Battement, propulsion de tant d'émotions qui se dévoilent dans le creux d'une main, se décrochent de la pointe du doigt, aussi sous un regard avec tant d'émoi. Sur la berge, on est des milliers à regarder passer les lambeaux de nos tourments que l'eau fait glisser calmement. Je te vois, tu me vois, on se voit, tu me dis quoi? Bouche qui se libère dans l'air du temps, de ce moment sacré, de l'avant, de l'après. Nos yeux sont pleins de lui de souvenirs qu'un souffle de vie vient éclaircir. Sur la berge, on est des milliers à regarder passer les lambeaux de nos tourments que l'eau fait glisser calmement. Un monde sans âge laisse un flot de paroles se dérouler vers un parchemin secret qui se lit, circule accompagné du passeur de mots pour nous soulager de notre fardeau. Sur la berge, on est des milliers à regarder passer les lambeaux de nos tourments que l'eau fait glisser calmement. Regarde, c'est le mien, c'est le tien, ils se ressemblent. Lettre ouverte. Vous verrez la fin. Ah, pardon. Là. Alors. En 2004, tu as sonné à ma porte. Je n'ai pas entendu le coup de sonnette. Alors tu es entré sur la pointe des pieds. Quelques jours ont passé avant que je ne te remarque. Qui es-tu? Que fais-tu là? On se connaît? J'ai vu dans ton regard ricanant que tu allais m'apprendre plein de choses, mais qu'avant de les connaître, je passerai des sales moments. Oula, on ne se connaît même pas et tu me traites comme une ennemie. Ok, tu me déclares la guerre. Je vais me battre. Seul hic, je n'ai jamais appris à me battre. Alors, je vais m'organiser. J'ai été voir le grand stratège. Il m'a conseillé ceci. Si tu veux gagner, il va falloir que tu puises une force énorme en toi. Aujourd'hui, tu ne sais pas où se trouve ta force. Alors, il va falloir commencer à faire connaissance avec toi-même, connaître les recoins secrets de ta personne et faire un sérieux tri. Quand tu auras appris à t'aimer, à te faire confiance, à te sentir capable de partir au combat, tu auras résolu une partie de la question. Pour bien combattre, il faut aussi connaître son ennemi. Que veut-il? Jusqu'où est-il capable d'aller? Quelles sont ses armes et sa stratégie? J'ai commencé à visiter ma maison intérieure. J'y ai découvert des choses que je ne soupçonnais même pas posséder. Peut-être mes ancêtres les avaient-ils abandonnés dans mon grenier pour que je les retrouve un jour? Pressé que j'étais de tout faire, de devenir un être admiré et idéal, je n'avais jamais pensé à ouvrir la trappe qui monte sous mon toit. Depuis le temps que j'habite ici, je ne connais pas les étages de ma propre demeure.
J'ai commencé à visiter, à fouiller, à trouver une explication aux choses, à me sentir enfin chez moi et surtout à avoir le courage de jeter tout le superflu aux ordures. Et j'ai trouvé que la maison n'était pas trop mal décorée, pourvue du strict nécessaire, bien meublée et prête à accueillir les amis positifs et souriants. J'ai appris à ne plus avoir peur du noir intérieur, à me faire confiance, à me résoudre à bien entretenir ce petit paradis. Mais il y a un squatteur dans la maison. Il est entré à mon insu et s'est installé. J'ai accepté cette cohabitation forcée, bien décidée à l'expulser le moment venu. J'étais prête à livrer mon premier combat. Pendant ce temps, il s'est construit un petit nid douillet en mon sein et s'y est installé confortablement. Il a déposé 2 grenades à l'entrée avant qu'on ne puisse le débusquer. J'avais besoin d'aide. J'ai appelé les hommes en blanc qui ont investigué le nid et ont préféré enlever les grenades. Mais voilà, une pièce en moins maintenant. J'ai fermé la porte à double tour pour éviter que ta curiosité ne te pousse à chercher d'autres chambres plus accueillantes. Ça sera toi ou moi. Sache que tu n'es pas mon ami, que je ne te pardonnerai jamais le mal que tu m'as fait. Par contre, pour rester honnête, je voudrais te remercier de m'avoir ouvert ma maison intérieure. Tu ne savais pas ce que ça me donnerait une force extraordinaire et que tu ne me ferais plus jamais peur. Je ne t'aime pas, mais je vis à tes côtés. J'ai enfin trouvé la chaudière de ma force intérieure. Elle est inépuisable. Elle est ma seule ressource. Alors, quand j'entends ricaner dans ton coin, je te souris tout simplement. C'est mon arme préférée. Je te saperai le moral, je te détruirai. J'y mettrai tout mon art. Alors, un bon conseil, si tu veux finir ta vie tranquille, sors de ce corps avant que je ne t'explose d'un sourire en plein cœur. Tel est mon souhait pour les années à venir. Celui qui me privera du bonheur, du moment présent, des gens que j'aime n'est pas encore arrivé sur cette terre. Alors, un crabe, tu penses, comme je ne suis pas rancunière, je te souhaite le meilleur, finir en surimi à la mayonnaise dans un sandwich. Voilà. Donc donc voilà, je raconte, c'est pas mon histoire en 2004, mais bon, un peu. Il y a d'autres personnes aussi qui pensent comme moi, et sachez qu'on est aussi, il y a des actions qui se font en ce moment. On est dans le mois de la jonquille par rapport au cancer par rapport à l'Institut Curie. Voilà, donc je voulais faire un petit hommage. Voilà. En rapport avec l'actualité, langues étrangères. Langues étrangères, on parle des mêmes choses, mais pas de la même manière. De l'amour, du hasard, qui nous a unis un jour, une nuit. Des enfants qui jouent là-bas dans les vagues des immenses océans. La vie nous rassemble, la vie nous sépare. Je n'ai pas les mêmes mots que toi, mais les mêmes souffrances, les mêmes espérances, les mêmes sourires, les mêmes rires. Pourquoi veux-tu me tuer ? Le demandeur d'emploi écrit à la responsable de son agence. Madame, je me permets de contester votre décision de me radier de la liste des demandeurs d'emploi. Certes, et je le concède, j'ai refusé le dernier poste que vous m'avez proposé, mais mon parcours professionnel me donne toutes les excuses. Longtemps, j'ai travaillé à Limoges, puis j'ai été limogé. Vous m'avez vanté la mobilité, j'ai donc accepté un emploi à Vire. Et j'ai été viré. Comme par miracle, vous m'avez trouvé un emploi à Lourdes. Malheureusement, j'ai été lourdé. Mince, perdu. Dans ces conditions, j'espère
que vous comprendrez pourquoi je refuse catégoriquement le poste que vous me proposez à Castres, avec tous mes regrets. Ça s'appelle la Rua Madureira. C'était une rue de Rio de Janeiro. Je n'oublierai jamais la baie de Rio. Je n'oublierai jamais la baie de Rio, la rue que tu habitais, la rue que tu habitais. Je n'irai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. J'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, nous avons dû nous séparer. Pour si peu de temps, nous avons marché sous la pluie. Je n'oublierai jamais ce jour de juillet que je t'ai connu, où nous avons nous deux nous séparés. Pour si peu de temps, nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour, toi tu parlais de ton pays. J'oublierai jamais la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Pour retourner, pour me sourire avant de monter dans la caravelle qui n'est jamais arrivée. J'oublierai jamais le jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi d'autres noms inconnus. Pour la première page d'un journal brésilien, j'essaie de lire, mais je n'y comprenais rien. Papa Majesté, Majesté.
pas, pourtant je n'y suis jamais allé.